Hello. Alors hier, après avoir lu l'extrait de Septentrion de Louis Calafert, mon regard est tombé sur cet incontournable, Les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Cette édition de poche que j'avais rachetée il y a quelque temps parce que j'ai perdu, ou j'ai prêté, je ne sais pas, il y a très longtemps, une autre édition que j'avais dans les cahiers ou les carnets rouges, je ne sais plus comment s'appelle cette collection chez Grasset. Enfin, donc j'avais racheté ça. Mais je ne m'étais pas replongé dedans, là, depuis bien une quinzaine d'années. Et il se fait qu'hier soir, dans une conversation avec une personne qui se reconnaîtra, cette personne a évoqué les lettres à un jeune poète. Alors je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'y replonger. Donc je dédie cette vidéo à cette personne, si elle regarde, sait-on jamais. Alors, je vais lire d'abord un extrait de la première lettre et puis des extraits de la troisième lettre aussi. Paris, le 17 février 1903. Cher monsieur, votre lettre m'est parvenue il y a quelques jours seulement. Je vous remercie pour la grande et aimable confiance qu'elle manifeste. Je ne puis guère davantage. Je ne peux pas aborder la manière de vos vers. Toute intention critique est trop éloignée de moi. Rien ne permet aussi peu de toucher à une œuvre d'art que les mots de la critique. On aboutit presque toujours par là à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes aussi saisissables, aussi dissibles qu'on voudrait en général nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles. Ils s'accomplissent dans un espace où aucun mot n'a jamais pénétré. Et plus indicibles que tout sont les œuvres d'art, existences mystérieuses dont la vie, à côté de la nôtre qui passe, est durable. Vous me demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d'autres poèmes. Et vous vous inquiétez si certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous regardez vers le dehors, et c'est là précisément ce que vous devriez ne pas faire aujourd'hui. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'y a qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire. Examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur. Reconnaissez-le face à vous-même. Vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire? Ceci surtout. Demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, dois-je écrire? Fouillez donc les motifs communs pour ceux que vous offre votre propre quotidien. Décrivez vos tristesses et vos désirs, les pensées passagères, la foi en une beauté, quelle qu'elle puisse être. Décrivez tout cela avec une probité profonde, calme, humble, et utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos rêves et les objets de votre mémoire. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de n'être pas assez poète pour en appeler à vous les richesses. Car pour le Créateur, il n'y a pas de pauvreté. Il n'est pas d'endroit pauvre, indifférent. Et si même vous étiez dans une prison, si les murs ne laissaient venir à vos sens aucun des bruits du monde, alors n'auriez-vous pas toujours votre enfance, cette richesse délicieuse et royale, ce trésor de souvenirs? Tournez de ce côté votre attention. Une œuvre d'art est bonne si elle provient de la nécessité. Dans cette façon de prendre origine réside ce qui la juge. Il n'est pas d'autre jugement. C'est pourquoi, cher monsieur, je n'ai su vous donner d'autre conseil que celui-ci. Entrez en vous-même, éprouvez les profondeurs d'où jaillit votre vie,
C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question « Dois-je créer ?» Viareggio, près Pise, Italie, le 23 avril 1903. Vous m'avez fait, cher monsieur, une grande joie avec votre lettre de Pâques, car elle disait beaucoup de bonnes choses sur vous, et votre manière de parler du grand et cher art de Jacobsen me montre que je ne me suis pas trompé en guidant votre vie et ses nombreuses questions vers cette plénitude. C'est maintenant Niels Lien qui va s'ouvrir à vous, livre des splendeurs et des profondeurs. Plus souvent on le lit, tout semble s'y trouver, du plus subtil arôme de la vie jusqu'au goût plein et grand de ses fruits les plus lourds. Rien là qui n'ait été compris, saisi, éprouvé, et dans la résonance tremblante du souvenir reconnu. Ce qui a été vécu n'est jamais trop bas, et le moindre événement se déploie comme un destin, et le destin lui-même est comme un merveilleux, un large tissu dont chaque fil, guidé par une main infiniment tendre, a été placé près d'un autre fil et tenu, soutenu par des centaines d'autres. Vous allez connaître le grand bonheur de lire ce livre pour la première fois, et vous allez en traverser les innombrables surprises comme en un rêve nouveau. Mais ce que je peux vous dire, c'est que plus tard, on a toujours le même étonnement à traverser ces livres, et qu'ils ne perdent rien de leur pouvoir merveilleux, et qu'ils ne renoncent à rien de l'allure de conte de fées qui vous a comblé à la première lecture. On ne fait qu'en jouir toujours davantage, avec toujours plus de reconnaissance. Il vous vient un regard meilleur en quelque façon, et plus simple, une fois plus profond dans la vie, une vie où il y a plus de joie et de grandeur. Et qu'ici tout de suite soit formulée cette prière. Lisez le moins possible de choses d'ordre critique et esthétique. Ce sont ou bien des vues partisanes, pétrifiées, et que leur durcissement sans vie a privé de sens, ou bien d'habiles jeux sur les mots où telle vue l'emporte aujourd'hui et demain la vue opposée. Les œuvres d'art ont quelque chose d'infiniment solitaire, et rien n'est aussi peu capable de les atteindre que la critique. Seul l'amour peut les saisir, les tenir, et peut être équitable envers elles. C'est à vous-même, à ce que vous sentez, qu'il faut toujours donner raison, contre toutes ces analyses, ces comptes rendus ou introductions. Quand bien même vous auriez tort, c'est la croissance naturelle de votre vie intérieure qui vous amènera lentement, avec le temps, à d'autres conceptions. Laissez vos jugements connaître leur propre développement, calme, non troublé. Et comme tout progrès, il doit venir de la profondeur du dedans, et rien ne peut le hâter ni l'accélérer. Tout doit être porté à terme puis mis au monde. Laissez chaque impression et chaque germe de sensibilité s'accomplir en vous, dans l'obscurité, dans l'indicible, l'inconscient, là où l'intelligence proprement dite n'atteint pas, et laissez-les attendre, avec une humilité et une patience profonde, l'heure d'accoucher d'une nouvelle clarté. Cela seul s'appelle vivre l'expérience de l'art, qu'il s'agisse de comprendre ou de créer. Là, le temps ne peut servir de mesure, l'année ne compte pas et 10 ans ne sont rien. Être artiste veut dire ne pas calculer ni compter, mûrir comme l'arbre qui ne hâte pas sa sève et qui, tranquille, se tient dans les tempêtes de printemps sans redouter qu'après elle puisse ne pas venir l'été. Il vient de toute façon, mais il vient seulement chez ceux qui, patients, sont là comme si l'éternité s'étendait devant eux, insoucieusement calme et ouverte. Je l'apprends tous les jours, je l'apprends au prix de douleurs envers lesquelles j'ai de la gratitude. La patience est tout. Voilà, c'est absolument extraordinaire et bouleversant de relire ces lettres.
Voilà, je vous souhaite une belle journée, avec ou sans les lettres à un jeune poète de Rilke. Il y a une autre très belle correspondance de Rilke qui est moins connue et que j'avais beaucoup parcouru pour un projet qui ne s'est pas fait. Ce sont les lettres à une amie vénitienne. Pourquoi pas un autre jour, une lecture. Voilà, bonne journée.